cher David. Bonjour Marc. Bienvenue encore à cette nouvelle interview qui fera suite à la dernière sur Sortir de la matrice pour aller où, qui a été un vrai succès, j'avoue, sur YouTube. Bravo. Merci. Les web spectateurs sur YouTube, pour vos commentaires aussi extrêmement intelligents, importants, poignants et aussi réconfortants sur la piste que nous avons prise la dernière fois. D'ailleurs, on va faire un petit retour sur ces commentaires. Que retiens-tu de ces commentaires, donc en général, mon cher David? Eh bien, je dirais que le but, en fait, de nos entretiens, Marc, c'est avant tout de poindre le doigt vers autre chose, une autre façon d'appréhender notre monde intérieur, pour ne pas tomber dans les pièges des multiples couches d'illusions extérieures. Et donc j'aime bien cette idée que nous pointons, on va dire, le doigt vers un autre principe de réalité. Et je dirais que les commentaires, c'est tant pis pour ceux qui regardent le doigt. Et merci pour ceux qui permettent de traverser finalement ces voiles d'illusions pour parler de leur ressenti avant tout. Et je dirais que le sentiment que j'ai eu tient à deux choses en fait. Elle tient sur, dans ces temps qui sont troubles dans plusieurs sens possibles, c'est-à-dire troubles dans le fait qu'on vit un système qui obéit à cette phrase célèbre, plus c'est gros, mieux ça passe, mais aussi un système subtil d'emprisonnement qui, par la proposition de multiples solutions, enferme les gens dans des formes d'illusions matricielles aussi. Donc la matrice existe, on le voit bien à travers les retours qu'on a pu avoir de commentaires, la matrice existe dans sa forme la plus dure et elle va se renforcer dans cet enfermement-là, et elle se renforce aussi dans ce trop-plein d'informations, d'inflation de l'ego qui cherche finalement à grossir parmi les solutions proposées. Et donc, ce que l'on souhaite avec Marc, par la prolongation de cet échange, c'est de pouvoir continuer à être des besogneux. On ne prétend ni avoir de réponse. On est juste là par le travail que l'on fournit tous les jours. Le travail qu'on fournit tous les jours qui est de ne jamais oublier finalement l'information, la connaissance de base que notre réalité est générée par notre champ de conscience. Et que le premier devoir d'un être humain est avant tout de ne jamais oublier que son champ de conscience participe à cette grande illusion qui nous entoure. Et comment cette intériorité et cette extériorité se nourrissent mutuellement. Donc il y a ce premier travail de discernement. Et puis aussi, comment peut-on, Marc, modifier cette attitude que j'appelle invétérée, qui est au cœur même de nos cellules, qui est la crainte, la peur, la crainte de la mort, l'installation de cette crainte au plus profond des individus génétiquement programmés qui finalement, par une pirouette, en voulant sortir de la matrice, souhaitent avant tout ce que j'appelle un sauveur externe. Dans cette triangulaire sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'y attarder, sur cette triangulaire, comment sortir finalement de la triangulaire bourreau, victime, sauveur. Parce qu'on nous la revend à toutes les sauces, cette théorie, cette solution, cette fausse solution du sauveur externe, mais absolument à tous les niveaux, que ce soit en ufologie, en spiritualité, en théocratie, en fausse démocratie, en politique,
en asservissement d'entreprises, dans le monde matériel, les factures, l'énergétique, tout est lié, en fait, même le noyau, la cellule d'accompagnement familial, les couples, l'hérédité, la procréation, tout ça c'est important. Et justement, un des commentaires, parce qu'il faut faire la lumière là-dessus, insistant, enfin plusieurs commentaires d'ailleurs, sur le mot matrice qui fait déjà polémique chez les féministes intégristes hein, qui adorent commenter nos vidéos et qui se sont donné la main en tout cas pour attaquer juste le terme matrice qui en français est féminin, en anglais est totalement neutre. Et donc, matrice artificielle, matrice originale, on peut donner un sens à tout, mais est-ce qu'il faut sexualiser absolument un terme plutôt qu'un autre? On a utilisé ce terme matrice parce que c'est un terme qui parle. Voilà. Moi, j'ai tout de suite rapidement parlé plutôt d'un système de planète prison qui me paraît plus réel, on va dire. En fait, le mot est juste un mot. Après, c'est tout ce qu'on peut y mettre derrière. Moi, j'ai toujours pensé que l'être humain a une responsabilité et un devoir de discipline et d'effort à un moment donné quand il commence à capter l'essentiel de toutes ces informations. Le plus grand danger, c'est qu'à chaque fois qu'un sauveur propose une solution externe, il faut le fuir, pour moi. Nous sommes dans un système qui est tellement précaire que toute main tendue est dangereuse. C'est aussi que l'être humain enfin ouvre les yeux et reconnaisse qu'il est beaucoup plus digne que toutes les limites qu'on veut lui imposer. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Qu'il est incapable de se sauver lui-même, qu'il est incapable de trouver des solutions par sa puissance intérieure, qu'il dépend du système parce qu'il lui fait croire ce système qu'il est manipulé par la peur, que ce système fait croire que l'enfant naît complètement impuissant et complètement dépendant de l'extérieur et de ses besoins. C'est un fait. Mais on sent bien que là-dedans, cette notion de matrice, en fait, n'est qu'un mot. Ce qui est important, par contre, c'est comment l'être humain, qui est polarisé dans un système polarisé, puisse retrouver son unité intérieure qui est nourrie par ce que j'appelle un océan sans fond et sans rivage, sur lequel l'infini fait une expérience. Je ne peux pas avoir de mots plus précis que ça, dans le sens où l'être humain doit retrouver une unité intérieure, et on ne parle ni de masculin ni de féminin dans tout ça. C'est que l'être humain va retrouver son statut d'être humain total quand il aura retrouvé son unité intérieure, qu'il soit homme ou femme. Et il y a aussi, Marc, évidemment, un autre élément important, c'est le fait que il me semble important d'avoir ce principe de réalité en mettant toutes les pièces de puzzle devant nous. Être conscient ne veut pas dire résigner. Être conscient permet à ce moment-là de partir sur des faits concrets. Et il me semble que notre échange, on a beaucoup insisté la dernière fois sur le combat des résistants. Mais en fait, là aussi, ce ne sont que des exemples. Bien sûr que nous sommes dans un système despotique, féodal, fasciste, etc. Mais cet exemple de résistant n'était qu'un exemple. Pour préciser les choses, je pense que notre regard, et tu me diras Marc si tu es d'accord avec ça, c'est que notre regard s'installe parfaitement comme peuvent porter le jugement sur ce monde les derniers chefs amérindiens qui voient leur forêt amazonienne se détruire, qui savent qu'il y a une connaissance à préserver, qu'ils la voient se détruire. Eh bien, nous, tout cet échange qu'on peut avoir avec vous, c'est d'ouvrir les yeux et de se rendre compte, nous sommes dans un basculement.
vers un durcissement d'un système qui est une réalité. Un système qui veut couper l'homme de son âme, qui veut couper l'homme de sa capacité de conscience, qui veut phagocyter son âme. Et ça, c'est un fait essentiel. Comme c'est un fait essentiel qu'il est clair que notre monde, en terraformation, devient de plus en plus à l'image du bas astral. Et donc, face à ça, face à cette réalité, face finalement à ce qui touche l'humain de la même façon qu'on a rendu dégénérants les aborigènes australiens, eh bien, oui, il y a un éveil à avoir. L'éveil ne consiste pas à se nourrir d'informations et de créer une autre réalité qui est une forme de matrice illusoire à travers des sauveurs externes, mais c'est aussi de prendre conscience que nous portons. Et là, il est certain que nous sommes complets en soi. Nous n'avons pas besoin de sauveurs, nous sommes complets en soi. Et notre boulot, à travers ça, c'est de faire, c'est ce qu'on avait dit lors de la première vidéo, qui n'est pas à chercher la vérité, il y a à chercher les erreurs de la distorsion interne, de notre gardien interne, qui nous rend prisonniers de nos mémoires émotionnelles, physiques et mentales, de cette petite voix perfide aussi qui nous dit « il faut que tu apprennes de tes souffrances, il faut que tu apprennes de tes douleurs, dans un cycle permanent, eh bien, ça suffit, ça. L'homme n'a plus besoin d'apprendre, il ne l'a jamais de toute façon été programmé pour ça. L'homme n'a pas besoin d'apprendre de ses erreurs, parce qu'on nous fait croire qu'il est dans une course perpétuelle d'évolution. L'homme doit avant tout faire une enquête sur lui-même, de voir toute la distorsion qui le sépare de cet être complet qu'il porte, omniscient et connaissance. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs vies pour évoluer. L'homme est déjà libre. Et c'est ça dont on parle, Marc, je pense, qui est de travailler sur un changement cognitif, de millions de mémoires cumulées dans nos gènes, parce qu'on parle bien de la mémoire cellulaire qui nous pollue, parce que dans nos cellules, nous avons des codages qui nous poussent à être dans la culpabilité permanente, dans la frustration permanente, dans la dépendance. Et nous savons que nous portons un potentiel, cette conscience est encore présente en nous. Il suffit qu'on échange tous les deux, il suffit qu'on puisse échanger, on sent bien qu'il y a cette immanence et transcendance qui nous porte, qui nous fait déchirer le voile du décor de théâtre dans lequel on est installé depuis des millions d'années, et pouvoir voir les coulisses nous permet de plus en plus d'être conscients sur un travail lucide et nécessaire, déjà de dominer nos instincts, de dominer notre rapport à notre corps, de pouvoir travailler sur le discernement et l'ouverture, de travailler sur son ancrage, de travailler sur son alimentation. On a eu des commentaires, par exemple, qui nous disaient « Mais dans le concret, vous faites quoi ?» N'allez pas me dire que chaque personne qui a assez d'informations doit se poser la question « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Chaque personne peut, à des petits détails au quotidien, commencer à travailler sur son rapport au corps, sur de créer peut-être des projets qui rassemblent les gens. Voilà. Même s'il ne faut pas y mettre trop d'idéal parce que cette ligne de temps dans laquelle nous sommes situés va continuer son chemin. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire des petites choses au quotidien qui demandent un discernement, un effort. Parce que sans effort, ça fait rien plus rien égale rien. Passer son temps à se nourrir d'informations sur les réseaux sociaux, pour ne rien en faire en plus. Ça fera rien plus rien égale rien. Nous faisons notre part avec Marc à travers ces entretiens, mais nous sommes soucieux de savoir que nous avons nos limites, mais nous y travaillons aussi. Et c'est finalement de révéler que la
connaissance n'est pas à chercher à l'extérieur, nous sommes la connaissance. Et pour peu qu'on commence à comprendre la mécanique entre la pensée et l'esprit, la relation au corps et des émotions, le fait que d'être dans le silence intérieur permet d'augmenter sa capacité attentionnelle, permet de renforcer son système immunitaire, permet de stabiliser ses mémoires émotionnelles. Tout ça, c'est des choses concrètes qui sont des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses. Voilà. Et c'est ça qu'on souhaite parler avec Marc. C'est que la révolution, il y a le mot évolution dedans. Et le mot évolution, pour moi, c'est la prise de responsabilité que l'être humain doit dire stop à toute main tendue externe. Parce que cette main tendue fait partie d'un cycle qui nous répète tout le temps dans le même cycle. Le jeu du karma truqué. Et le jeu du karma truqué. Et comme tu le dis si bien, la mort n'est pas une excuse à l'ignorance. Oui. Et tu dis aussi, la matrice n'est pas une excuse pour ne pas se remettre en question, prendre ses responsabilités. C'est effectivement la théorie de la notion du premier domino qui participe à un déséquilibre que d'être un domino qui attend que les choses se passent. C'est ça, oui. La notion du premier domino dont on avait parlé au téléphone, et oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que chacun doit se dire qu'il fait partie de ce premier domino. Et chacun, à son échelle, à sa manière, doit, avec lucidité, travailler sur sa vie intérieure, sa matière intérieure, et qu'une fois que vous rassemblez assez d'informations, c'est pas la peine d'aller essayer d'en trouver d'autres. Ce n'est pas la peine de vous fuir vous-même à travers des solutions extérieures. Il n'y a même pas à attendre quoi que ce soit, ce que j'appelle des intelligences extraterrestres, puisque le principe inhérent de notre dignité, c'est notre libre arbitre. Et quand je dis libre arbitre, finalement l'homme ne l'a jamais exploité. C'est-à-dire qu'il a toujours cru être libre alors qu'il a toujours été induit dans ses actions. Et ne jamais oublier que le temps est relatif. Nous parlons tout le temps de cycles historiques, de temps linéaire. Mais en fait, le principe du temps présent, le principe de conscientiser son instant présent, est le seul point où la naissance et la mort sont regroupées. Et en fait, s'il y a à parler d'une volonté de transformation, c'est cette volonté de vouloir inscrire dans une autre ligne de temps qui existe, une autre façon de vivre son destin d'humain. Un destin d'humain sans peur et sans dualité. Un destin d'humain qui a choisi le cosmocentrisme plutôt que l'égocentrisme. Un destin d'humain qui... dans la collaboration avec autrui et non la compétition et la concurrence permanente. Et l'histoire du premier domino, oui, c'est ça, Marc. Le premier domino, c'est de prendre conscience qu'il faut arrêter d'imaginer, de fixer cette ligne de temps sur laquelle on est, puisque cette ligne de temps est un pont. Et on ne construit rien sur un pont. Ce qui est important, c'est d'avoir une autre vision de ce rapport au monde. Et nous portons cette conscience-là. Et tous les commentaires sont aussi une réflexion sur cette notion de ligne de temps. On en a eu pas mal. Mais en fait, il n'y a pas à chercher à savoir comment les choses se passent après la mort, puisqu'en fait, tout l'art dans la vie est de créer la mort de la mort. C'est-à-dire de considérer la mort comme un épiphénomène. C'est de ne plus considérer la mort comme un ennemi. La mort n'est qu'une prolongation de la grande vie en soi. Elle n'est qu'un moyen, un outil d'évolution et non pas d'enfermement. C'est pour ça que toutes les questions qu'on peut se poser se regroupent à deux choses. C'est que notre champ de conscience produit la réalité et c'est sur notre façon de vivre à la fois nos émotions, notre corps, notre ancrage, notre rapport au monde, qui fera en sorte que là soit vraiment, pour moi en tout cas, un réel changement. On voit bien qu'elle est utilisée, cette mort physique et non spirituelle, comme un outil de chantage permanent, avec la peur de la mort physique,
que ce soit dans les romans, dans les films, dans les séries télé, c'est toujours des enquêtes sur des meurtres et autres. Les news, ce sont tout le temps des attentats perpétrés par les réalisateurs de false flag ad aeternam, en boucle pour entretenir des guerres, des génocides, une campagne d'empoisonnement sur les capacités cognitives de l'humain entre les 11 vaccins, les chemtrails, les poisons électromagnétiques au quotidien. C'est trop élargi pour les énumérer tous en 2 secondes, mais c'est une véritable campagne de guerre, d'empoisonnement sur l'humain au niveau psychique et physique. Et donc, c'est ce leurre du désir qui rend insatisfait au moment de la mort, sur lequel les seigneurs du karma, en tout cas les gardiens du troupeau dans la matrice artificielle, se basent, c'est-à-dire les attachements et l'inachevé. Et en fait, c'est vraiment devenir, si on arrive à détecter nos pare-feux, hein, et percer les faux plafonds qui nous emprisonnent finalement dans cette prison mentale et psychique. Quand tu parles de faux plafond, oui. J'ai aussi une autre image qui est l'histoire de la trappe. Oui, oui, oui. Voilà. C'est-à-dire comment éviter de tomber dans la trappe. Je laisse... Oui, c'est ça, donc devenir acteur de son destin, ou plutôt réalisateur, parce qu'on n'est que des acteurs dont on nous a imposé par la pensée le scénario. Hein, on est vraiment dans un Truman Show, ce fameux film avec Jim Carrey, et donc ne pas participer au rôle des acteurs de crise, hein, dans les false flags, parce que tout ce qu'on est finalement, les 3/4 de l'humanité, sont des acteurs de crise. Oui. Parce qu'on nous incite à pleurer sur notre sort, à perpétuellement souffrir. Et après, on nous vend du New Age en disant on est tous un. C'est l'esprit de ruche, hein, c'est l'esprit des petits gris et d'autres insectoïdes qui nous visitent et donc qui ne nous veulent pas forcément du bien, puisque nous sommes quand même dans un enclos vibratoire, physique, psychique, et les barreaux sont invisibles à la plupart. Et tout ce qu'on peut échanger, c'est de dire oui. C'est important d'avoir tout ce principe de réalité en face, puisque on ne peut pas vivre dans un monde qui cumule plusieurs illusions superposées. Puisqu'à l'origine, le jeu d'origine, c'était de prendre conscience combien nous projetions notre propre inconscient sur le réel. Et tout ce qui est inconscient est projeté. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que le principe de réalité, c'est de voir comment cette mécanique d'illusion et de stabilisation de quelque chose qui n'existe pas, finalement, sert le système pour nous ligoter, littéralement, dans une forme d'hypnose, dont on parle souvent, d'hypnose, de sidération, d'identification. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens commencent à percevoir autre chose qu'il faut vraiment prendre ça comme le salut. Parce que ce système est tellement bien fait qu'il fait croire et qu'il induit surtout cette notion de globalisation, de religion mondiale, de sauvetage mondial, de nouvelles formes d'esprit mondial, etc. La ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et en fait, qui fait l'ange fait la bête. Donc la question, c'est vraiment un jeu subtil de se dire où en êtes-vous là-dedans? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Que souhaitez-vous? L'idée de sortir de vos souffrances, l'idée de sortir de nos souffrances, de trouver autre chose n'est pas suffisant, puisque beaucoup d'illusions vont venir pour vous faire croire que l'herbe est ailleurs plus verte. Je reviens toujours aux fondamentaux, qui est, nous avons en nous des outils suffisants jusqu'à maintenant pour pouvoir faire un réel travail de transformation intérieure. Parce que tant qu'on n'a pas vécu un minimum ce que ça veut dire, un changement de conscience, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire cette transformation. Le changement de conscience, c'est d'avoir cette impression de traverser la petite fenêtre intérieure et de savoir, d'avoir cette
ce sentiment d'être parfaitement ancré dans la terre, ce sentiment d'avoir mis les pièces de puzzle en place, ce sentiment qu'il y a une cohérence entre la perception de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez témoigner aux autres par rapport à votre volonté de changement. Et puis, s'appuyer sur des choses qui sont très importantes. On avait parlé des thématiques. Mais il faut savoir que nous avons 2 points essentiels dans notre corps, 2 points essentiels dans notre corps où la connaissance précède tous les savoirs, où le silence précède tous les bruits. J'en avais déjà parlé dans un autre entretien. C'est qu'il faut savoir que le cœur énergétique, ce cœur-là réagit 2 secondes avant le cerveau. Il est 5000 fois plus puissant magnétiquement que le cerveau. Il est 60 fois électriquement plus puissant que le cerveau. Ce qui veut dire que ce cœur-là, le siège des désirs, des émotions, etc., le siège des mémoires, vous voyez que tout de suite, chacun peut arriver à comprendre qu'il y a à travailler sur ses répétitions dans sa vie, ce qui l'enferme tout le temps, à rencontrer les mêmes types de gens, à toujours vivre les mêmes choses, etc. En fait, c'est un jour sans fin. Et en fait, il faut faire un rôle de détricotage émotionnel pour aller percevoir de plus en plus l'intuition et l'unité avec le tout. Et puis, il y a un autre champ torique, comme on dit, qui est juste derrière, ici, qui est la connexion, qui est cette capacité de voir le soi, le soi profond derrière toutes les formes, de sentir l'unité. En fait, l'unité derrière ce grand brassage d'illusions qu'est notre monde. Ces outils existent. Le bon sens métaphysique est à retrouver derrière toutes ces fioritures qu'on vous propose. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous dise qu'il faut être dans l'amour, mais qui mélange en même temps le fait que vous allez être sauvé par des bras extérieurs. En fait, le bon sens métaphysique, c'est de retrouver en vous-même déjà le respect de vous-même. Parce que vous n'avez pas besoin de mains extérieures pour comprendre que vous avez tout un travail de réconciliation avec vous-même qui va modifier votre champ de conscience, qui va vous permettre de sentir et percevoir ce qui est bon pour chacun. Donc, si j'avais à revenir sur tous ces commentaires, c'est en fait que la plupart, je trouve, ont ressenti cette immense envie de reprendre une responsabilité sur leur propre vie. Devenir réalisateur et co-auteur, en tout cas vraiment les véritables auteurs de leur destin, de leur destinée, qui, on voit bien, a une petite parcelle de libre arbitre qui leur reste encore, et c'est sur celle-là qu'il faut s'agripper en fait. C'est ça. Pour la développer de plus en plus, et chacun peut faire ces gestes simples qui ne coûtent rien, qui sont simples pour agir sur son quotidien, quoi. À chacun de faire les premiers pas, et cette fameuse théorie du centième singe sur laquelle tout le monde attend que le voisin fasse les premiers pas, ça aussi c'est une illusion, parce que d'attendre qu'il y ait un engouement d'une masse critique pour faire quelque chose, elle ne viendra jamais, cette masse critique. Tu vois, c'est toujours ces excuses-là au quotidien. Oui, mais moi, je ne peux pas faire autrement. C'est pas vous qui allez payer mes factures. On ne peut pas vous créer de l'argent pour vous procurer du bien-être. On vous donne que des clés pour des actions et des gestes sains au quotidien que vous pouvez faire vous-même pour commencer à développer ce monde d'aujourd'hui en fait, et d'hier, parce que l'argent, c'est une énergie, mais un outil malsain récupéré par les gardiens de la matrice. C'est l'outil principal depuis les temps inféodés de contrôle de nos destins et de notre souffrance, en fait. C'est le moteur de souffrance principal. Oui. Et c'est bien comprendre que ce principe de responsabilité interne, de cette capacité de modifier son champ de conscience, de bien prendre conscience qu'il y a une conversion et un retournement à faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui vous propose plein de solutions au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais sans vous rendre compte, on vous donne des rames pour faire en sorte que les vagues n'apparaissent pas
sur la surface de l'océan. Vous voyez le jeu de dupes, finalement. Vous n'avez pas besoin de rames. Vous n'avez pas besoin de penser qu'il faut écraser les vagues. En fait, c'est de pouvoir reprendre votre responsabilité interne et de prendre conscience que votre vie est comme un ciel infini, sans forme, sur lequel passe votre vie, une onde de forme. Et que grâce à cette notion de miracle de la vie, vous pouvez pressentir par le simple fait de vous dire la plus grande chose que je dois atteindre dans mon parcours, c'est de prendre conscience que dans l'instant présent, il y a toutes les solutions. C'est que l'instant présent porte en lui-même l'immanence et la transcendance de votre transformation. Et que par ce principe-là, la grande peur qui est inscrite dans vos cellules, qui est la peur de la mort, elle s'efface petit à petit. C'est de prendre conscience que dans la naissance et la mort n'existent plus. Ce que je veux dire, c'est que il y a en chacun de nous une connaissance puissante et incroyable. Vous n'avez pas besoin d'attendre des discours extérieurs, des pseudo-gourous qui vont vous indiquer ce qui doit être fait, la marche à suivre, etc. Qui souvent indiquent une fausse ascension vibratoire qui correspondrait donc à un allègement de votre corps physique et donc de toutes vos capacités collectives finalement pour ascensionner et qui vous décorporerait vers un niveau vibratoire supérieur alors que c'est un leurre total, c'est plutôt vous envoyer vers l'astral dans la gueule, la proie dans la gueule des prédateurs qui vous attendent dans l'astral. Et toi, tu as dit une chose importante, c'est de bien s'ancrer. On est de plus en plus ancré dans la matière et c'est là où on imprime notre propre réalité. Et on va se débarrasser et effacer tous ces prédateurs et ces parasites de l'astral et des interdimensions, des autres dimensions. C'est pour ça que prendre conscience ne veut pas dire être résigné. Et je pousse, même si il faut lâcher prise par rapport à cette envie de changer cette ligne de temps, parce que cette ligne de temps obéit à une autre ligne d'éternité qui n'est pas la nôtre. Cette ligne de temps va poursuivre son chemin, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Par contre, ça n'empêche pas que vous puissiez agir. Quand je dis agir, c'est de vous dire, par respect pour la dimension humaine et la perfection qui est l'humain au fond de lui-même, qui est là, présente au-delà de toutes les distorsions. C'est-à-dire, au-delà des distorsions, c'est que notre monde nous fait croire qu'il faut absolument jeter des cailloux dans le lac, de façon qu'il soit tout le temps en agitation. Mais en fait, si vous allez à 5 cm au fond de la surface, vous voyez que tout est calme. Donc ça, c'est notre vraie nature, au fond de nous-mêmes. Que la modification génétique a fait en sorte qu'on nous enlève cet héritage-là, en fait. L'action, c'est quoi? C'est d'être fidèle à cette magnifique expérience humaine que l'on porte et de créer avec d'autres des micro-projets. Des micro-projets, et je pousse les nouvelles générations à le faire. Des micro-projets, même si ça paraît une goutte d'eau, justement, dans l'océan, mais vous ne le faites pas forcément pour changer le monde. Vous le faites parce que c'est juste de le faire. Voilà. Parce qu'elle correspond à une autre inscription dans une autre ligne de temps. C'est comme ça que, pour moi, je vois que le changement de conscience ne correspond pas forcément à attendre le 100e singe. C'est de faire ça sans vouloir rien attendre en retour. Parce que c'est juste de le faire. Parce que c'est juste, d'un seul coup, de vous dire « je ne peux plus continuer de fumer ». Parce que c'est juste de vous dire « j'en ai marre de bouffer de la merde ». Ou c'est juste de dire « mais est-ce que je vais… » J'aime bien ton côté Jean-Pierre Coff là-dessus. Oui, oui. Oui, mais c'est de participer aussi. On sait bien que tout ce qui est alimentation, hydratation, fait partie de l'empoisonnement collectif, Marc. C'est pour ça que pour moi, c'est des choses concrètes comme ça. C'est comme la respiration. C'est comme le travail d'intention du matin. Quand vous vous levez le matin, c'est important de pouvoir vous dire que vous ne subissez pas votre vie, quel que soit l'extrême où vous êtes. Chacun
a une capacité de faire sa petite assouplissement par rapport à sa vie. C'est d'être moins infantile et peut-être plus adulte. C'est d'être peut-être moins enfermé et beaucoup plus libre. C'est peut-être de prendre conscience de l'énorme égocentrique que nous sommes et de s'ouvrir petit à petit à la compréhension d'autres choses. Tout ça, c'est des petits exemples mis bout à bout qui, somme toute, Marc, ne sont pas des révélations extraordinaires, mais c'est le côté agriculture de l'âme, tu vois. C'est le côté besogneux de se dire que je respecte trop à l'ancienne les paysans pour me rendre compte combien ces gens-là avaient un rapport à la terre et au bon sens, tu vois. Et cette métaphysique-là, elle est en nous. On est les cultivateurs de notre destin, en fait, de cette terre, et tout est important. C'est-à-dire que la plupart des humains ont des angles morts énormes qui sont entretenus, non pas par goût naturel, mais par conditionnement. Et on les empêche de relier tous les points, de connecter tous les points entre eux, parce que tout est important, toutes les synchronicités au quotidien sont importantes, et il est important justement de chercher, de discerner, et si on ne cherche pas, on ne prend pas le temps de chercher, eh bien on ne trouve pas, on ne comprend rien. Je suis d'ailleurs principal témoin de ce fait à Made in OVNI, où j'ai pour la première fois fait passer un petit quiz de 5 questions, tout basique, et où les retours, la moitié des gens avaient rempli le truc, sont plutôt catastrophiques et désastreux, et de voir que les gens emmagasinent une quantité d'informations depuis 68 dîners et n'ont toujours rien assimilé. En gros, hein, je schématise, certains ont assimilé 1 ou 2 trucs, et la plupart n'ont pas retenu grand-chose et n'apprennent rien avec des nouvelles infos, des mêmes infos en boucle, et ça ne rentre pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de barrière vibratoire qui paraît incontournable, mais qui n'est pas incontournable. Et ça, simplement, c'est une question d'ouvrir son esprit à tous les sujets, et non pas un ou 2 sujets préférentiels, parce que tout est connecté. Et c'est important d'avoir ces pièces de puzzle en fait, qui nous permettent finalement de se dire, à un moment donné, c'est un peu comme si on dépassait un peu tous les pare-feux et on se dit, ah, là j'ai compris. J'ai compris, finalement, tant que toutes ces pièces de puzzle ne sont pas constituées, on ne peut pas savoir qui on est. Du moment qu'on commence à savoir qui on est, on peut savoir discerner finalement à quel degré nous avons été emprisonnés. Se libérer de la prison, c'est connaître ses limites. À quel degré nos mémoires cellulaires sont conditionnées par des millions d'histoires karmiques, par la famille, par la société, etc. C'est de faire part finalement à cet immense combat de certains peut-être aborigènes, de certains peuples amérindiens, de ces Indiens d'Amérique du Nord qui ont vu débarquer les Blancs il y a plus de 2 siècles. C'est de prendre conscience que nous-mêmes... Génocide de 100 millions quand même. C'est de prendre conscience que nous-mêmes, nous nous éveillons, qui sommes sur un chemin évidemment qui passera par des étapes, on va dire, d'éprouvement, parce que s'éveiller, c'est apprendre aussi à se protéger par rapport à l'éprouvement, parce que plus on prend conscience du principe de réalité, plus on se rend compte qu'on est à contre-courant du système. Mais la joie là-dedans, la joie d'être, c'est de prendre conscience qu'on fait partie du grand courant de la grande vie, j'appelle ça. Et la grande vie, aucun sauveur externe ne peut vous l'apprendre. La grande vie ne vient pas nécessairement en Ferrari, je le précise. Oui, la grande vie, elle est avant tout le secret que vous portez au fond du plus profond de vous-même, au fond du fond du fond, comme disent les traditions anciennes, au-delà du par-delà de l'au-delà, cet au-delà qui est au fond de nous-mêmes, c'est là qui est la clé. Et cette clé va vous permettre finalement de prendre conscience que quel que soit le cycle où on est, cette clé va vous permettre de vous dire qu'il faut aller et ressentir les choses au-delà de tous les cycles, qu'ils soient des grands cycles karmiques, que ce soit tous les cycles dont on peut vous parler. En fait, la conscience n'a jamais de cycle, elle n'a pas de cycle. La connaissance n'est pas enfermée dans quelque chose, on est la connaissance. On y est connecté. Et
cette notion de matrice dont on parle, moi je parle plutôt de planète prison, en fait, elle est très habile parce que je dirais qu'elle est comme le miroir. Si, en regardant le miroir, vous lui faites la gueule, le miroir va refléter exactement votre niveau de façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné de se rendre compte que ces systèmes illusoires qui nous manipulent, entre guillemets, nous aussi, nous sommes acteurs de ce système-là. Et tout ça est en rapport sur la notion de la finitude qui est la mort. Du moment que l'on pense qu'il y a une partie en nous qui est au-delà de tout, je ne parle même pas d'immortalité. Parce que ça nous est vendu. C'est ça qui nous est vendu. Un piège artificiel. Et l'immortalité, mais oui. De l'intelligence artificielle. Mais l'immortalité est la faiblesse du mental. Voilà. De ne jamais oublier que c'est le désir d'immortalité, c'est la faiblesse du mental qui veut, à ses carences, essayer de trouver des solutions pour vivre. Moi, je parle de l'instant présent, car l'instant présent est au-delà de tout, de l'espace, du temps, de la mesure, etc. Et nous l'avons et nous le portons en nous. Et c'est là-dessus qui est finalement, je suis absolument certain, le combat des derniers peuples aborigènes, parce qu'ils savent que tant qu'ils maintiendront cette notion de conscience dans la vie, l'humanité aura une capacité, si tu veux, à ne pas se fourvoyer dans le système. Parce que nous allons droit, et il est clair que nous allons droit vers un système qui va renforcer, on peut en reparler, mais qui va renforcer l'eugénisme, qui va renforcer les systèmes de contrôle, qui va faire en sorte que l'humain soit de plus en plus conditionné, etc. On le sait. Mais ce qui n'empêche pas que, puisqu'on s'inscrit dans cet instant présent, je dirais même que cet instant présent n'est même pas concerné par cette histoire-là. C'est la chute vibratoire du monde, avec ses cycles programmés, terraformés, planifiés délibérément et non pas naturellement comme tout le monde semble le croire, puisque tout le monde est leurré et croit que tout arrive naturellement par enchantement avec tous les signes et les symbolismes énergétiques occultes au quotidien. Regardez tous les signes, les heures miroirs, les chiffres, dans les journaux, à la radio, à la télé, sur Internet, dans les webconférences. Autour de vous, il n'y a que des chiffres, des symboles, qui ont tous une énergie, que ce soit des chiffres, des images. Et ces énergies-là sont extraites de notre subconscient et de nos actions au quotidien. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut être tous acteurs. Et justement, c'est là où le questionnement arrive, de savoir combien sont des acteurs inconscients, comme nous, de ce qu'ils deviennent de plus en plus conscients dans ce Truman Show, et combien sont simplement des gardiens, des portails organiques, des robots de la matrice, combien sont réellement humains et combien sont des agents chargés, infiltrés de maintenir ce moteur de souffrance et ce jeu du karma truqué de façon permanente dans la ferme. Tu vois, on ne connaît pas vraiment les proportions de réels humains parmi nous et de ceux qui jouent un rôle d'acteurs programmés autour, qui n'ont aucune conscience en fait, et qui suivent aveuglément toute la programmation dont ils sont issus, que ce soit cloné ou pas cloné. C'est une question importante et il me semble que je pense que la notion de conscience à l'intérieur, cette notion de conscience qui est vraiment pour moi essentielle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir de sa distorsion et de ses erreurs, il faut partir de la conscience en soi que nous portons. C'est une conscience qui est un océan sans fond et sans rivage, qui est là sans être là, qui est à la source et en même temps notre finalité. Et en fait, ce qui fait que l'homme devient dégénérant, se dégénère, c'est qu'il s'éloigne de cette conscience-là, de ce qu'il est en fait, de son héritage. Je pense que l'humain qui redevient véritablement humain est celui qui perçoit une forme en lui de connaissance métaphysique naturelle et innée dont nous portons un héritage, au-delà même de la charge cellulaire, de la mémoire cellulaire, puisque l'âme n'est pas emprisonnée dans les cellules,
c'est quelque chose d'immanent et de transcendant, et qui fait que, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, par rapport à cette chute vibratoire qu'a connue l'humain, il y a eu un moment une préservation d'une connaissance adaptée à cette chute. Cette connaissance adaptée à cette chute reste encore de nos jours, si elle n'est pas dévoyée, elle est en fait présente au fond de nous. Elle est présente au fond de nous à travers des thématiques dont on avait déjà parlé, qui est cette fameuse question du « mais qui suis-je » Et n'attendez rien de l'extérieur, mettez-vous en résonance avec votre silence intérieur. Le « qui suis-je » est simplement une goutte qui tombe sur un océan sans fond et sans rivage, et c'est vous. Et cette expérience, à travers votre singularité, qui est le voyage de la conscience, qui fait un voyage dans la dualité, pour retrouver son unité. Jusqu'à là, tout va bien. Et cette folie, qu'on appelle l'archonte, a utilisé cette énergie-là pour créer une matrice, une illusion tellement fragile, mais tellement parfaite. Donc tout est l'art de travailler sur le basculement et de prendre conscience qu'il suffit de s'observer, de s'écouter pour prendre conscience de ce qu'a à transmettre cette connaissance en fait que l'on porte au fond de nous-mêmes, qui est tout simplement de travailler sur la destruction ou l'amenuisement de votre mental. Ce mental qui fait en sorte de ne jamais vous laisser vivre l'instant présent. Ce mental qui est toujours dans une cogitation parce qu'il est la perpétuation, en tout cas, il est la continuité de toutes les mémoires cumulées. Et puis, il y a, à travers ça, de prendre conscience que nous portons des désirs, ces désirs qui nous projettent vers l'extérieur à travers un inachèvement toujours infini, de travailler sur cette notion de désir, puisque le désir, c'est la force cinétique du mental. Travailler sur cette notion, à quel degré, d'où part votre action, quelle énergie vous allez y mettre, quelle disponibilité, etc. Que ce désir soit au service de votre évolution et non pas de votre enfermement. De la vérité. De la vérité. Troisième chose, l'inconscient. L'inconscient, il suffit de vraiment réfléchir que la purification de l'inconscient, c'est avant tout la purification de nos mémoires. Mais une fois piraté au quotidien. Donc c'est ça. Et une fois qu'on a compris que la vie, c'est ne pas subir la répétition de ces mémoires, qu'on n'avait plus besoin d'aller chercher vos mémoires. C'est vivre sur l'instant présent. Et c'est difficile, je l'ai constaté souvent, c'est difficile de vivre sans la répétition de ces mémoires, parce qu'on se retrouve dans ce que j'appelle le vide. La liberté fait peur au mental. Le vide, le néant aussi. Et le vide n'est pas du vide, en fait. C'est une expansion de conscience. Donc tout ça, vous voyez, c'est du bon sens, parce que tout ça amène au fait qu'on change dans sa vie son but, parce qu'on travaille sur ses désirs, on travaille sur la mémoire émotionnelle, on travaille sur prendre conscience sur la tyrannie du passé, mais on travaille aussi sur le langage du corps. On se rend compte qu'en travaillant sur son ancrage au niveau corporel, on se rend compte qu'on change, on modifie ces choses ici. Donc tout ça est un ensemble transmissible. Et je dirais que la plus grande chose, c'est de maîtriser, je ne dis pas contrôler, mais de maîtriser nos instincts. Voilà. D'arriver à être un peu plus souple par rapport à notre alimentation, d'être un peu plus souple par rapport à nos pulsions, de nous connaître davantage, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça, mais c'est ça dont je parle, qui est la connaissance que l'on porte en soi, qui est du bon sens. Parce que sans ça, sans cet enracinement dans l'instant présent, on ne peut que produire de l'illusion et de l'illusion et de l'illusion. Et aussi distinguer le bien du mal dans cette dualité qui est le jeu de la matrice. Parce que l'effacement de cette barrière entre le bien et le mal est tout le temps promu, hein, que ce soit dans les films, dans les livres et dans les documentaires. On nous vend du tout est permis. Tout est permis selon les lois de la matrice et non les lois cosmiques qui viennent.
multiverselles ou interdimensionnelles, qui sont justes. Et donc justement, nous, ce mental, cette partie du mental devrait nous servir à investiguer pour discerner, déchirer ce voile d'illusion. Parce que les gens dépensent toute leur énergie. Hein, je vois les gens au quotidien en train de regarder des séries policières, en train de suivre l'enquête avec le détective pour trouver comment coincer le criminel. Au lieu de passer votre temps à dédier votre énergie du mental à des enquêtes futiles, scénarisées, faites-le au quotidien dans la réalité illusoire qui vous est présentée avec ces scénarios totalement hollywoodiens et qui bafouent votre intelligence, votre libre arbitre et votre illusion du choix que vous croyez faire tous les jours en allant travailler ou même voter pour certains qui n'ont pas encore compris que la politique est la plus grosse illusion avec l'argent. En fait, utilisez votre mental, cette partie du mental, pour faire des recherches de discernement factuel de la vérité. À qui profite le crime? C'est toujours la même phrase. Pas besoin d'être Colombo pour chercher la vérité dans notre quotidien. Utiliser cette partie du mental qui veut enquêter pour déchirer le voile de l'illusion. C'est faire une enquête sur soi, en fait. C'est de prendre en flagrant délit votre mental de mensonge. Une fois que vous allez plusieurs fois prendre conscience que votre mental, qui est particularisé en vous, mais qui obéit en fait à une loi générale, qui est de vous empêcher de vivre l'instant présent, et que de toute façon, comme il cumule les mémoires, il ne pourra jamais vous apporter ce que j'appelle le discernement. Par contre, ce qu'il faut utiliser, c'est ce qu'on appelle la buddhi en Inde, qui est la capacité, qui est la position témoin. La position témoin, elle est capable de voir le fond et la forme. Elle est capable de voir le soi et l'ensemble. C'est de prendre conscience que c'est comme l'appareil photo dont on recule le zoom, en fait. Voilà. Et en fait, de prendre conscience que le monde phénoménal, qui est l'ensemble de tout ce monde de formes, finalement, et à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même clairvoyance et lucidité sur ce qui se passe à l'extérieur, comme il faut avoir le même discernement et clairvoyance sur ce monde phénoménal qui est en nous. Et c'est à ce travail au quotidien qui va vous permettre aussi de retrouver, et c'est une chose essentielle, de retrouver l'apprivoisement de nos 5 sens. C'est-à-dire qu'au lieu que le monde occupe vos sens, occupe vos distractions, vos attentions, et vous épuise finalement, faites le choix de réécouter vraiment les choses. Faites le choix de sentir vraiment les choses. Faites le choix de regarder vraiment les choses. Faites le choix de marcher vraiment dans la terre. C'est le réapprentissage du « je suis vivant ». Je suis vivant, un être humain digne, comme un arbre qui marche. Et vivant dans la matière. Vivant dans la matière. Et puis, il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est la cristallisation de l'âme. Qu'est-ce qui fait la différence entre un robot biologique et un être que j'appelle pleinement humain et conscient? C'est la cristallisation de son âme. Exact. La cristallisation de son âme, dont je rappelle l'âme est l'intermédiaire entre l'identification à son corps physique, donc elle porte le mental et les émotions, avec le soi profond. Donc vous voyez, à la mort, on peut tout de suite comprendre que si l'âme n'a pas cristallisé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas créé une unité avec les émotions qui sont les mémoires, tant que vous n'avez pas fait un travail de désidentification, de discernement, de raffinement en termes alchimiques, de dépassionner, de chercher la distorsion de toutes ces mémoires qui vous empêchent finalement d'être complètement cohérent avec vous-même. La désintoxication en fait des mémoires. Le jeûne émotionnel, etc. Mais jeûne émotionnel veut dire aussi écoute de tout ce qui s'anime en vous. Parce que ça fait partie de vous. Et une fois que ça fait partie de vous, vous êtes libre de le choisir ou pas. Et ce qui fait la différence entre un robot biologique et un être conscient, en tout cas en cheminement vers la conscience, c'est que l'âme qui a cristallisé est un peu comme un arbre de vie intérieur qui a grandi. Et on voit bien que le destin d'un homme à la fin de sa vie ne sera pas le même que quelqu'un qui a ce que j'appelle une âme incohérente, tu vois, qui est un faisceau
de choses qui se rassemblent dans une stabilisation que j'appelle une personnalité transitoire, qui est une machine à réagir. Une machine à réagir qui meurt, reste dans le bas astral, va en faire en sorte d'équilibrer le système cybernétique, etc. Alors qu'une personne qui a cristallisé son âme peut dire « je, qu'est-ce que je décide ? Qu'est-ce que je décide ?» Eh bien, la cristallisation de votre âme, naturellement, va vous dire « je décide d'aller rejoindre la source directement ». Il n'y a pas à revenir sur Terre, il n'y a pas à refaire un nouveau voyage de transmigration, de réincarnation. Il n'y a pas à être attiré par la souricière qui est le tunnel blanc. Il y a juste « je décide » parce que je suis conscience, parce que je suis immanence et transcendance, d'aller directement à la source, continuer mon chemin. C'est ce qui fait la différence pour moi essentielle, Marc, qui est la cristallisation de cette âme, qui fait que la différence est entre un robot organique et un être qui est en conscience. Exactement, vivre au lieu de simplement fonctionner. Donc vivre réellement, c'est décider pour soi. Et on voit qu'au quotidien, tout est fait pour qu'on ne décide rien pour nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que on délègue notre pouvoir intérieur, notre souveraineté individuelle à un gang de mafieux, prédateurs, archontiques, vampires, cannibales et violeurs d'enfants. Voilà. Donc, et encore, je n'ai pas fini la liste. Donc il pourrait y avoir une liste de 2 pages sur tous les méfaits qu'on laisse faire, pardonne, et justement, si on accepte, d'accord, l'acceptation à plusieurs niveaux d'intelligence, mais accepter ne veut pas dire consentir, et donner du pouvoir, de l'énergie à ces êtres, les renforce. Hein, c'est tout le contraire de dire il ne faut pas en parler sinon ça les renforce, absolument pas. Il faut en parler, il faut mettre le doigt dessus, il faut en tout cas faire tout ce qui est dans notre possible, tout notre possible, pour démasquer ces monstres au quotidien qui gèrent cette réalité. En fait, et après les effacer de notre réalité, pour nous-mêmes décider de ce qui est juste pour nous. Oui, parce que tant qu'on cherche des solutions avec le même niveau de conscience sur lequel on est devenu victime, bourreau ou sauveur, on ne fait qu'alimenter. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de prendre conscience que le changement de conscience que l'on porte n'a plus les mêmes lois, les mêmes règles. Et que, en fait, bien sûr, c'est plus difficile parce que l'être humain est propice à l'agitation intérieure. Il est propice à vivre dans ses désirs sans maîtrise. Il est propice à être dans la sécurité, à vivre une vie... La fausse sécurité. La fausse sécurité. La zone de confort artificielle. Bien sûr que cette pente-là est facile. Bien sûr. C'est pour ça que c'est important d'entendre cette chose-là, c'est que on ne peut pas être tiède dans l'engagement de sa transformation intérieure. Se transformer est contraire, finalement, à l'inertie. Et ne pas être tiède, c'est de faire le choix d'une façon résolue, de prendre conscience que dans votre vie, il va y avoir des choix et des carrefours. Vous allez mettre votre disponibilité, votre énergie, votre temps, votre argent. Pourquoi ? À quel degré vous placez votre transformation intérieure ? À quel degré vous sentez que ce qui est dit là est quelque chose d'essentiel et d'important ? À quel degré vous allez vous arrêter en vous disant « stop, je n'irai pas plus loin, je vais continuer à regarder les réseaux sociaux et à m'illusionner sur certaines choses ». Non. Surtout en sachant qu'ils sont totalement infiltrés, investés de gourous, d'infiltrés, de faux sauveurs et de gens qui sont les nouveaux prédateurs, qui sont une copie conforme, qui vous renvoie vos propres idées à la tronche pour vous appâter et mieux vous emprisonner dans leur filet. Et qui après, de l'intérieur, vont mieux vous détruire et vous rabaisser en disant que vous êtes un nazi de Facebook, par exemple, parce que vous n'acceptez pas certaines théories, thèses ou témoignages que cette personne, le troll classique sur Facebook,
va essayer de vous imposer en vous amadouant, vous appâtant avec les mêmes idées que les vôtres au départ. C'est la politique. C'est la politique à tous les niveaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est le nouveau prédateur. Voilà, c'est attention à cette notion de prédation. Voilà. C'est-à-dire que quand on commence à sortir du premier niveau du système, ça ne veut pas dire qu'on en est sorti. Okay. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une forme de rigueur intellectuelle et de suivre un chemin qui n'est pas un chemin extrême, mais un chemin d'équilibre. Et ce chemin d'équilibre passe aussi par le fait de bien prendre conscience qu'il y a un double niveau à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau où c'est comment vous allez assouplir vos identifications émotionnelles, physiques et mentales dans votre parcours. On est sur la partie purement psychologique, de savoir comment vous allez alléger le poids de vos mémoires, comment vous allez changer votre façon de voir les choses, comment vous allez rassembler d'une façon différente les gens autour de vous. Tout ça, ça fait partie de la vie relative. Mais c'est très important de vous rediscipliner, de reprendre la maîtrise sur cet élément-là. Et puis le deuxième niveau, c'est de prendre conscience que, au fond de tout ça, il y a ce principe immanent et transcendant de la conscience. C'est-à-dire qu'en faisant 50% de votre travail sur votre amélioration, vous allez permettre aussi à cette conscience immanente et transcendante de pouvoir vous animer aussi. Et le reste ne nous appartient pas. Il y a quelque chose d'infiniment plus grand qui nous dépasse, et en même temps, si déjà, par le biais d'une forte intuition, nous savons pourquoi nous faisons les choses, nous savons pourquoi nous décidons de penser différemment, et que nous savons pourquoi notre vie est inscrite dans cette conscience-là, mais c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est suffisant de se dire « je suis en train de retrouver ma dignité ». C'est ça. Ma dignité est au-delà de toutes les limites que l'on me fait porter. Et elle est au-delà même de cette tentation que j'ai de prendre cette main tendue qui va m'apporter des solutions. Ma dignité, c'est de ne rien attendre, d'attendre aucun sauvetage extérieur. L'humain est assez fier, digne, pour pouvoir se sauver lui-même intérieurement. Pourquoi ? Sinon, quelle serait finalement sa dignité dans tout ça ? Elle est bafouée, c'est vrai. Elle est bafouée au quotidien, mais il ne faut absolument pas se décourager puisqu'on ne peut plus faire marche arrière. Plus on devient conscient et on lève le voile d'illusion, et chaque pelure d'oignon que l'on épluche, et effectivement, on pourrait se décourager. Inconscient, entouré d'inconscient, n'en fait pas un con inconscient. On ne revient pas en arrière sur ses pas. Donc on avance. Et effectivement, il est facile de se décourager en voyant certains nous dire de plus en plus de gens sont conscients et veulent changer les choses, si on est toujours entouré d'un même groupe de gens inconscients autour de soi. Sachez qu'on est dans un jeu d'acteurs et que ces acteurs inconscients autour font partie du programme pour vous ralentir. Et donc, continuez votre chemin et tous les conscients vont se retrouver de toute façon, que ce soit physiquement ou éthériquement peu importe, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chercher à vouloir changer les choses. Il n'y a pas à vouloir aider les gens. C'est de sortir bourreau, victime, sauveur. Nous sommes suffisamment riches intérieurement pour ne rien attendre de l'extérieur, de ne rien vouloir changer, d'être dans le non-désir finalement, puisque la conscience se suffit elle-même. Ce qui n'empêche pas d'être empathique. Bien sûr, mais plus que ça, c'est-à-dire de vraiment parler que cette notion d'amour qui est un mot empoulé, on pourrait dire ça, en fait de prendre conscience que le mot amour rime avec force, c'est tout, force. Et dans l'expression amour inconditionnel, il y a le mot condition, liberté conditionnelle. C'est important, c'est un double sens. Il y a un double jeu là, inversé, de psychologie inversée dans le mot inconditionnel. Inconditionnel veut dire unilatéral. Il n'y a pas de réciprocité. Si l'autre ne joue pas le jeu, il n'y a pas à donner de l'amour inconditionnel à nos bourreaux non plus. Parce que ça, c'est nourrir cet égrégore. Et ça les renforce énergétiquement. C'est de sortir de cette triangulaire-là, et c'est souvent un appât finalement pour ceux qui veulent sortir de leur souffrance, de montrer le miroir de cette déformation-là, justement. Syndrome de Stockholm. En fait, c'est comme le principe de conscience. Il n'y a même pas à mettre de mots dessus.
principe de conscience se suffit à lui-même. Et ça, c'est super important. C'est ce principe de conscience qui va finalement permettre à votre vie de commencer à projeter ce que j'appelle des projets à moyen terme et long terme sur maintenant, pour être à la hauteur de cette dignité que je suis, dans cette croissance de l'être et non de l'avoir. Qu'est-ce que je décide petit à petit pour modifier ma ligne de temps, moi, personnelle, et qu'est-ce que je fais en parallèle chaque jour dans mon travail de transformation intérieure. Chaque personne peut avoir cette marge-là. Et chaque personne, en témoignant de sa transformation, peut permettre à d'autres de le voir. Et c'est comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le sol et d'injecter finalement par sa propre liberté intérieure quelque chose qui est l'ordre pour moi, du coup, de la réalité, la plus consciente possible. C'est là c'est incroyable, Marc, cette subtilité-là à comprendre. Comment on peut ressentir cette chose-là parmi ces millions d'illusions, de tentations, de fausses mains tendues, de religions mondiales, de toutes ces choses-là, et de comprendre finalement, c'est parce que quelque part nous portons quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance au fond de nous-mêmes qu'on peut retrouver une forme de sentiment. Oui, il y a en moi une totalité qui rime avec liberté. Bravo, mon cher David. Je pense il était temps de remettre certaines pendules à l'heure et aussi de continuer à donner des pistes pour nous-mêmes et pour nos web spectateurs et auditeurs. Et gardons à l'esprit qu'il faut continuer à remettre tout en question, à se poser des questions. Autoquestionnement. Voilà. Autoquestionnement. C'est le questionnement qui fait avancer, puisque, et c'est dans la pratique, dans sa matière à soi, que la connaissance que l'on porte en soi nous apporte la confirmation que ce qu'on vit est juste. Exactement. Excellent. Merci mon cher David. N'oubliez pas, continuez à participer, à commenter, on vous répondra dans les prochaines vidéos également. Et merci de votre participation et de votre appréciation pour la dernière vidéo, et on espère que celle-ci vivra aussi bien, et même plus. Merci mon cher. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.